Bienvenue dans Cross Run, le podcast qui fait intervenir les acteurs du sport dans le monde entier. Je suis ton hôte Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Jawad El Hajri, qui est à la tête du Takeball en France. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross Run. Salut Jawad. Salut Quentin. Tu vas bien? Très bien, merci. Ça fait deux fois qu'on fait l'intro, je te resserre la main quand même. Merci de venir dans le podcast. Donc je te répète que ouais, ça me donne l'impression d'être plus jeune. Du coup, c'est ça. Et je te repose la question, est-ce que tu peux rapidement te présenter aux personnes du coup qui te découvrent, ou qui te connaissent, on va dire peut-être qu'à moitié, dans ce podcast? Ouais, écoute, comme je te l'ai dit la première fois, ça va être le rapidement qui va être le plus compliqué, mais pour essayer d'être concis, j'aime bien me définir en gros comme un jeune ancien banlieusard, enfin banlieusard plutôt, un jeune des quartiers, qui ne performait pas forcément à l'école parce que je ne trouvais pas mon cadre d'épanouissement. Je ne pense pas que c'était parce que je n'avais pas de capacité, mais plutôt parce que le cadre ne me correspondait pas. Par contre, je m'épanouissais dans le sport. J'ai démarré avec l'athlétisme et je faisais vraiment tous les sports, que ce soit au collège, au lycée. Enfin, bref, c'était vraiment ma zone d'expression. Et bon, étant donné que je ne rentrais pas, on va dire, dans le cadre classique scolaire, c'est ce qui me permettait de me valoriser, entre guillemets. Donc voilà, un jeune banlieusard qui a eu la chance d'être sauvé par le sport, puisque comme tu le sais, j'ai embrassé une carrière de sportif de haut niveau. J'ai eu la chance d'être footballeur professionnel pendant 18 ans. Et tout ça en ayant commencé le football réellement à 17 ans avec une signature en club, ce qui est complètement atypique. Ouais, c'est super tard. Bah, c'est super tard. Et puis, j'ai une petite anecdote là-dessus, si tu veux commencer les anecdotes dans le podcast. Comment c'est? Vas-y, on t'écoute. Bah, écoute, j'ai grandi donc à Nanterre jusqu'à l'âge de 14 ans, à Pablo Picasso. Et étant donné que j'étais l'aîné de la famille, mon père s'est servi du fait que je commençais à mal tourner, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses, malheureusement, dans les quartiers. Même si pour moi, c'est comme si on était à Disneyland. On a déménagé au Maroc et si tu veux, je te parle de ça parce que je suis passé de casquette, survêt de basket à Weston, façonnable, parce qu'au Maroc, on était dans une villa, la mission française, enfin bref, une vie complètement différente et un cadre surtout social complètement différent. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que j'ai recommencé à faire des conneries là-bas. Et il m'a renvoyé dans un internat catholique à Évreux à l'âge de 16 ans et demi. Et, non, à l'âge de 17 ans, pardon. Évreux parce que j'avais mon oncle qui vivait là-bas. Et mon oncle avait une petite équipe de 3e division de district, qui était la plus basse division française à l'époque. Ouais. Et lui, il me dit, écoute, tu vas venir jouer avec moi au foot, plutôt que de rester affalé sur le canapé le week-end, parce que bon, comme j'étais à l'internat toute la semaine, je passais que le week-end chez lui. Et l'anecdote, on arrive à l'anecdote, c'est que je lui dis, dès la première fois, je lui dis, mais écoute, c'est parfait tonton, parce que moi, je veux devenir footballeur professionnel. Et il me tape dans l'épaule en me disant, mon fils, concentre-toi sur les études, c'est mieux pour toi. Et bon, c'est de là que tout a démarré en gros, puisque le premier match avec lui, je me fais repérer, je marque 5 buts, je me fais repérer, et de là, j'entame une carrière de footballeur pendant 18 ans. En 4 ans, je suis passé donc de la plus basse division française au contrat pro en Ligue 1 à Guingamp. 2 ans plus tard, je suis avec l'équipe du Maroc, parce que je suis franco-maroco-algérien, mais c'est le Maroc qui m'a appelé en premier. Il n'y a que le Maroc de toute façon qui m'a appelé. Et je me retrouve au Camp Nou à jouer contre la Colombie. Alors, j'ai pas eu beaucoup de sélections, j'ai été appelé 3 fois, mais ça reste quand même le Graal. Et aujourd'hui, pour finir tu vois, je t'avais dit rapidement, c'est chaud. Hein. Mais c'est trop bien, moi, justement, c'est ça qu'on voulait savoir. Et aujourd'hui, donc, à la fin de ma carrière, quand il a fallu revenir dans la vraie vie, comme j'aime bien dire, bah là, rien de plus naturel que de rester dans mon domaine d'expertise. J'avais pas de diplôme, on va dire, officiel. Par contre, j'avais le diplôme du sportif de haut niveau avec ses 18 ans de carrière. Et je suis resté dans le domaine du sport en participant à la création d'un nouveau sport, d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, confédération européenne. Et surtout, et c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est que ma mission, c'est plutôt de redéfinir un peu comment on voit le sport. À travers les institutions que je préside, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'utiliser le sport comme un outil de transformation sociale. Pourquoi? Parce que j'en suis l'exemple concret. On passe à côté de trop de potentiel juste parce qu'il ne rentre pas dans les cadres de la société actuelle. Et c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je veux faire avec une touche technologique aussi pour essayer d'améliorer les organisations sportives. Bah, du coup, c'est très très bien résumé.
Tu as fait une longue carrière dans le foot. On sait que parfois c'est difficile pour les sportifs, c'est de trouver leur voie après avoir arrêté le sport. Il y en a qui parlent de dépression, il y en a qui savent plus quoi faire. Toi, comment t'as trouvé cette voie-là? Est-ce que t'as toujours été intéressé par l'entrepreneuriat entre guillemets parce que t'as forcément amené un sport en France? Voilà, comment t'as fait ce choix de rentrer dans le tech ball? Alors, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, on peut en débattre pendant très longtemps, mais en tous les cas, moi, c'est ma conviction Je te propre. rejoins là-dessus. Ouais. Et je ne parle pas de chance, j'aime pas cette idée-là. Je parle plutôt d'opportunité. Et après, il faut être ouvert à ces opportunités, il faut savoir les saisir. Dans les conférences que je fais, je me sers toujours de l'exemple de la femme en robe rouge. Et tu la connais? Non, je la connais pas, Ah, explique-moi, ouais. ah. Parce que je Si te je dis te oui, mais dis, je la tiens, connais pas. alors regarde, si je te dis depuis ce matin combien de femmes en robe rouge tu as vues, est-ce que tu es capable de me répondre? Non, parce que j'ai Ah, pas focus dessus, c'est ça? Ok. exactement. Par contre, si je te dis demain matin, je vais te donner 50 € pour chaque femme en robe rouge que tu vois. Tu vas être focus et tu vas être focus sur l'opportunité qui t'aura été présentée. Donc, pour en revenir à ça, ouais, voilà, moi je pars du principe que les choses doivent arriver si tu les saisis, bien évidemment. Et donc, moi, à la fin de ma carrière, j'ai eu ces opportunités. Je pense que l'entrepreneuriat, je l'avais déjà depuis, je l'avais acquis grâce à ma carrière de footballeur, enfin, ma carrière de sportif plutôt, parce que ce dont on ne se rend pas compte, et ce qui est valorisé depuis quelques années, mais encore vraiment très, très lentement, c'est que les sportifs de haut niveau acquièrent des skills que, sans être trop péjoratif, les personnes lambda n'ont pas naturellement. Et ça, pour le coup, c'est une plus-value de malade mental. Et pour l'entrepreneuriat et ce que j'ai mené, pour moi, c'était tout naturel. En fait, je faisais pas quelque chose d'incroyable. Je faisais simplement ce que je sais faire depuis 18 ans. Mais je te rejoins parce que c'est vrai que moi, du coup, je commence à pouvoir avec des sportifs de haut niveau. Et tu sens qu'en fait, tu sais, ils sont débrouillards, ils sont matures, ils ont plein de skills qu'au même âge, moi, j'arrive pas encore à développer. Donc c'est trop trop bien. Et du coup, le tech ball, avant qu'on parle un petit peu de ton aventure, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour ceux qui Ouais. le découvrent. Alors, tu veux la version officielle ou tu veux ma version à moi? Peut-être les deux Je alors. veux les deux. Les Ouais, je deux. veux les deux. Alors, le tech ball à la base, c'est deux Hongrois, grands de taille, qui jouent au foot sur une table de ping-pong en béton. Comme on le fait tous déjà, en tout cas, nous on avait une table de ping-pong en béton dans notre quartier, on n'a jamais joué au ping-pong dessus. Ouais, tu Par joues avec contre, la tête, avec. on faisait plein de Ouais, choses, mais on jouait pas au ping-pong. Et pour le coup, eux, donc, faisaient la même chose à Budapest. Et comme ils sont grande taille, il y en a un des deux qui s'est dit, tiens, le rebond, en fait, il nous convient pas parce que le rebond va vers le haut. Et de là, il a eu l'idée d'incurver la table pour faire en sorte que le rebond revienne vers le joueur. C'est là qu'est née en fait l'idée du tech ball. Derrière, ils se sont dit, tiens, bah, écoute, pourquoi on n'essaie pas de développer un équipement? Et après, moi, je suis arrivé... alors, oui, avant, ils ont eu l'idée de se dire, tiens, pourquoi on n'en ferait pas un sport également? Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Je suis arrivé au moment où, avec ma casquette d'ancien footballeur professionnel, ils y ont vu l'opportunité de pouvoir accéder à un réseau qu'ils n'avaient pas, ce qui était très smart de leur part. Mm. Et moi, pour le coup, j'y ai vu une forme de révolution parce que je te parlais de la table de ping-pong en béton qu'on avait, nous, dans notre quartier. Alors oui, on jouait pas au ping-pong dessus. Par contre, c'était lieu de rassemblement. Et tu pouvais être garçon, fille, jeune, moins jeune, blanc, jaune, noir, ce que tu Ouais, voulais. c'est l'inclusion, quoi. Exactement. C'était le lieu de rencontre. Et les mères de famille, je peux t'assurer que c'était, si elles ne nous trouvaient pas, si on n'était pas à la maison ou qu'elles ne nous avaient pas sous les yeux, elles savaient qu'on était là-bas. Et ça, j'ai grandi avec ce truc. Donc, la version officielle pour arriver à ma version, c'est que je me suis dit, tiens, plutôt que de développer juste un sport, pourquoi on ne ferait pas en sorte que ça devienne une sorte de réponse à des problématiques de société? Parce que c'est ce que le sport doit apporter dans une société quand il est mis dans une position centrale. Donc, tu as la version officielle avec le sport qu'on est en train de développer. J'en suis un des fondateurs puisque j'ai fondé avec Victor Gabor et d'autres personnes la Fédération internationale de tech ball. C'est un sujet dont on est super fier parce qu'elle existe depuis 7 ans. Et dans l'histoire du sport, on est le sport qui a connu la croissance la plus rapide au monde, avec toutes les reconnaissances olympiques, 155 fédérations. Bref, un développement hyper rapide. Je crois que tu as un nouveau classement qui est sorti là depuis quelques années, qui est le fan engagement, comment en gros tu es perçu par les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et on est 7e.
On est combien? 7e C'est devenu sur pas toutes les mal. Ouais. fédérations, Ah ouais. olympiques et non olympiques. Et c'est un truc de fou parce que les fédérations que tu as juste devant toi, c'est le cricket. Alors, le cricket, grâce à l'Inde et puis l'influence asiatique. Après, tu as le foot, basket, volley, euh, athlétisme et je crois de mémoire la Fédération internationale automobile ou un truc comme ça. Donc, tu n'as que des mastodontes. Ouais, c'est Et clair. toi, tu arrives là-dessus. Donc, ça donne vraiment un poids important. Donc, voilà, oui, fondateur là-dessus. Et à côté, tu as la version que je préfère. C'est celle que je développe avec, enfin, qui me donne aucune difficulté à me lever le matin. C'est comment je me sers du tech ball pour faire en sorte que les femmes se réapproprient l'espace public. Comment je me sers du tech ball pour aller chercher des personnes qui sont éloignées de l'employabilité et les faire rencontrer sur notre plateforme des entreprises qui cherchent du personnel. Et ça, c'est un truc qui fonctionne magnifiquement bien. C'était une idée qui a été développée par un de mes collaborateurs, Jabbar Oumedour, que je salue. Et il y croyait dès le début. Et au final, c'est un truc énormissime parce que tu arrives, pour te prendre un exemple concret, avec mon partenaire Job Odyssey, on a eu 400 CDI offerts par la SNCF pour aller féminiser le 19 jobs. On en a fait un truc exceptionnel. Et ça, voilà, c'est top. Donc, tu as l'employabilité, tu as l'inclusion des personnes en situation de handicap, bref, un sujet des sujets très variés, mais des sujets qui sont des problématiques de société aujourd'hui. Est-ce que tu penses que du coup, tous ces sujets-là que tu viens d'évoquer, ça fait que du coup, le Tech Ball est 7e dans le classement que tu parlais? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'aujourd'hui, je suis quasiment le. Alors, j'allais dire, je suis quasiment le seul parce que ce concept, c'est moi qui l'ai mis en place. Ça, il faut rendre à César ce qu'on dit, c'est ce qui appartient à César, comme on dit. Mais je suis pas du genre à me la raconter, hein. C'est simplement le retour aussi que je peux avoir. Pourquoi je te dis plus quasiment seul? Parce que effectivement, je l'ai lancé avec mes collaborateurs. Et après, toutes les fédérations avec qui je suis en lien, bah, quand elles voyaient les résultats, elles se sont dit, mais attends, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Donc, ça a commencé dans d'autres pays, même si on a tous nos spécificités. Et ça, pour le coup, c'est une fierté, quoi. Mais pour répondre à ta question, non, le classement et l'hégémonie du sport tech ball, c'est pour ça que je te dis sport d'un côté et concept de l'autre, il est plus lié au fait que tu as développé une pratique sportive qui est accessible, contrairement à ce qu'on dit, qui est très très accessible et qui s'adresse à toutes et tous. Parce que moi, les plus belles images que j'ai en tête du tech ball, c'est une personne en situation de handicap avec une personne valide qui sont en train de jouer et qui compétissent contre une autre équipe en face qui est constituée d'un homme et d'une femme, par exemple. Donc, C'est trop quand bien. tu vois ça, bah voilà, ça c'est top. Justement, comment ça se passe aujourd'hui? Tu as des clubs de Tech Ball, tu as des compétitions aussi? Je crois qu'il y avait une grosse compète que vous avez accueillie en France il y a 2018 déjà, et Et récemment aussi. 2022 ou 2021, je sais plus, Ouais. ouais, le premier World Series au monde. On a accueilli en 2018 la Coupe du Monde de Tech Ball à Reims. Et le premier World Series, qui était une nouvelle forme de compétition, un nouveau format de compétition instauré par la Fédération internationale. Après, en toute transparence, parce que je ne suis pas du genre à me mettre un voile, on a eu devant les yeux, on a eu une belle hégémonie de croissance lorsqu'on a commencé à lancer la chose. Et là, d'un coup d'un seul, pardon, d'un coup d'un seul, on s'est retrouvé avec une cinquantaine de clubs de créer très très rapidement. On a accompagné ça avec un programme de développement où on offrait des équipements, qui était la première barrière à l'entrée. On offrait de la formation. Covid est arrivé. On a pris notre claque comme tout le monde. Et là, on sent, même si le Covid est passé depuis 2 ans, on sent que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de repartir sous le format classique de il nous faut des clubs, des adhérents et des compétitions. C'est pour ça qu'on est en train de complètement pivoter. On veut oublier le système traditionnel d'adhésion, d'avoir des membres, d'avoir des clubs et des compétitions. Bien sûr qu'on laisse le développement là-dessus, mais plutôt que d'aller créer de nouvelles entités, je salue d'ailleurs encore une fois, j'en profite, hein, tu vas être, Vas-y, c'est vas-y, hein. l'occasion, Salut tout le monde, hein. la Fédération française des clubs omnisports avec qui on a mis un partenariat en place. On a porté un projet ensemble au niveau de l'Agence nationale du sport qui a financé avec la Fédération internationale de Tech Ball 250 tables
pour créer 100 sections de tech ball dans les clubs omnisports. Donc, tu vois, plutôt que d'aller chercher à créer des nouveaux clubs, on est plus dans l'idée de créer des sections c'est beaucoup plus léger dans des associations existantes et on espère se développer bien évidemment comme ça. Est-ce que tu es en relation, toi, avec les autres fédérations qu'il y a en France ou c'est un peu chaque fédération se gère comme elle veut? Typiquement le football. Tu parles des autres sports? Ouais, des autres sports. Oui. Typiquement le football, tu vois, qui est un sport, je vais pas dire que c'est proche, mais de ce que j'ai pu voir, le tagball, comme tu as dit, bah, tu as une table. Ça pourrait s'apparenter à la fois pas du ping-pong, c'est grossièrement dit, mais ping-pong, foot, un peu pas du volley, mais voilà, tu as différentes façons de le jouer. Enfin, pas de le jouer, mais tu as différents tu vois, sports en un, on va dire. Et du coup, notamment le football. Est-ce que tu es proche d'eux? Est-ce que tu t'en sers aussi, de par ton passé de joueur de foot, Bon. pour faire développer ce sport? Alors, je vais te parler d'une notion qui est une notion aussi dont je me sers beaucoup dans les conférences que je fais, qui n'est pas de moi que j'ai tiré de quelqu'un, je tiens à le dire aussi. C'est la notion de ridicule dangereux évident. Ça te parle, ça, ou pas? Non, j'apprends tellement de trucs. Voilà. Là, Alors, je suis en classe, là. Tout à l'heure, en fait, je t'ai dit, ouais, pour moi, dès que j'ai rencontré Victor et Gabor, et la première fois que j'ai vu d'ailleurs ce concept, par celui qui est devenu mon principal mentor dans la vie, Aziz Dabi, encore une dédicace, je l'ai tout de suite vu comme une révolution. Et donc, tu vas voir là où je veux en venir par rapport à ta question. Ridicule, dangereux, évident, pourquoi? Parce que c'est ce qui définit une révolution. D'abord, elle est ridiculisée, après, elle est fortement combattue, et après, elle devient une évidence pour tout le monde. Au début, tu te doutes bien que, étant un ancien footballeur professionnel, je me suis servi de tout mon réseau de footballeurs. J'ai été accueilli vraiment porte ouverte partout, que ce soit les clubs où je suis passé, les clubs où je ne suis pas passé, mes amis footballeurs qui m'ont amené vers d'autres amis footballeurs. J'ai eu une promotion exceptionnelle justement par rapport à ça et aux liens que j'avais. La Fédé, je suis parti les voir bien évidemment tout de suite, surtout que j'avais beaucoup d'amis qui y travaillaient. Et tu voyais qu'ils étaient sensibles au truc, mais comme on était tout nouveau, ils demandaient à voir, entre guillemets. Donc j'ai plus été dans le cadre du écoute, c'est bien, ok, tu as une nouvelle idée, top, tu le portes, pas de souci, mais va prendre 50 kilos avant de nous voir, quoi, entre guillemets. Et à partir du moment, et ce que je te dis avec la FFF, ça a été un peu le cas avec les autres, à des degrés moindres. Et donc on pourrait apparenter ça à la période ridicule. Et c'est vrai, parce que lorsque j'arrivais et que je disais ça va être un outil qui devra se retrouver dans tous les clubs de football. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, bien évidemment sur l'outil que ça représente pour un club de foot, mais également sur le fait que ça puisse permettre à tous ceux qui rêvent de devenir footballeur professionnel et qui n'y arriveront pas, de pouvoir rêver à une carrière sportive à côté. On m'a trouvé ridicule quand je disais que ça va être un sport. On m'a trouvé ridicule quand je disais que ça va être un sport olympique. 7 ans plus tard, je peux te dire que ça a bien changé. Mais ça, voilà, c'était la phase ridicule. Après, quand on a créé la Fédération internationale, qu'on a commencé à obtenir nos premières reconnaissances olympiques officielles, bah là déjà, ça a changé de ton. Ça a changé de ton et on nous a plus perçus comme un concurrent que quelque chose qui venait se positionner en tant que complément. Et donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai des liens avec tout le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est plus dans la perception de l'outil qui peut être un complément ludique pour permettre notamment aux jeunes qui décrochent des sports traditionnels pour aller vers le sport traditionnel derrière, plutôt que simplement, comment dirais-je, un concurrent ou quelqu'un qui vient essayer de faire de l'ombre à ces différentes pratiques. C'est super clair. Et du coup, tu parles beaucoup du comité olympique. Mm. Est-ce que le taekwondo, c'est pas un sport qui est olympique pour l'instant? Si. C'est un sport qui est olympique? En fait, comment on définit ça? Pour devenir olympique, c'est différent que d'être au programme olympique. Pour devenir olympique, il faut que tu obtiennes d'abord toutes les reconnaissances continentales. Il faut que tu obtiennes la reconnaissance de ce qu'on appelle le GAIS, qui a changé d'ailleurs, je crois que c'est AIMS maintenant. C'est l'association qui gère toutes les fédérations internationales. En gros, quand ils te mettent le tampon, ça veut dire bienvenue dans la famille. Et là, à partir de là, tu peux aller voir le CIO et faire ta demande de reconnaissance qui te permettra d'être au programme olympique. Maintenant, nous, on a obtenu toutes les reconnaissances olympiques continentales. On est donc membre affilié de AIMS et on a déposé notre dossier de reconnaissance au niveau du CIO pour espérer être olympique à Brisbane ou en 2036. Et là,
c'est autre chose. Par contre, on a des signaux qui sont assez clairs quand même, puisque il y a 2 ans, les Jeux Olympiques, tu as les Jeux Olympiques traditionnels tels qu'on vient de les vivre, et tu as les Jeux Olympiques continentaux. Et il y a 2 ans, tu avais les Jeux Olympiques continentaux, donc ce qu'on appelle les Jeux européens. Et le Tech Ball était au programme officiel. Et on a cartonné. Mais quand je dis on a cartonné, c'est que sans faire de l'ombre aux autres, les stades étaient presque vides. Nous, c'était plein à craquer. C'était vraiment plein à craquer. Et ça, ce sont des signaux qui nous montrent qu'on est dans la bonne voie. Un autre signal important, et je me dois de le citer parce que c'est le plus important, quand tu as le président du CIO actuel, Thomas Bach, qui est une personne dont tous les mots sont scrutés. Tu te doutes bien que vu sa position, quand il évoque le Tech Ball comme un potentiel sport, si Budapest accueille les Jeux Olympiques en 2036, bah forcément ça met la lumière et ça te confirme dans toi ce que tu penses du développement futur. Donc voilà un peu, même si je prends un peu plus de temps, mais c'est vraiment pour bien te l'expliquer, Bien sûr. comment effectivement notre ambition aujourd'hui d'être un sport olympique, d'une, elle est réalisée administrativement, et que de deux, elle est légitime par rapport à l'évolution du sport aujourd'hui. Et quand on voit que le tech ball, justement, ça évolue au fil des ans, toi, au départ, quand personne, on va dire, y croyait, comment tu as réussi à, tu vois, à te motiver, à te convaincre Tu sais, c'est une question un peu bateau, mais en vrai, on passe tous par là. On a tous des projets, tu vois, typiquement au podcast. Bah, au début, je sais pas, tu nous prends il y a 6 mois et on avait moins d'écoute. Et en fait, nous, on aimait faire ça, tu sais, on voulait vraiment continuer à le faire. Mais tu viens de le dire. En fait, t'étais persuadé, enfin, t'aimais ton, Tu ton sais, sport. au fur et à mesure de l'évolution, tu prends en maturité, tu prends en expérience, tu te nourris surtout de tes échecs, pas de tes succès. Et Ça, c'est fort ce que tu viens de dire. ah bah, c'est la principale leçon de la vie, je pense. C'est la principale leçon de la vie. Si tu penses que tu vas te grandir juste à travers les succès, ça risque d'être plus compliqué. Et c'est là où je te disais au début que les sportifs ont quelque chose de plus, c'est que eux, cette remise en question, elle est quotidienne. À chaque entraînement, tu te remets en question, à chaque compétition, à chaque fin de contrat, et ainsi de suite. Donc c'est tellement naturel chez toi que, en fait, c'est obvious, comme on dit. Ouais, bien sûr. Et alors donc, pour répondre à ta question, euh, tu l'as dit, tu as dit parce qu'on aime faire ça. Et c'est là où moi, à travers le parcours, ce que je commençais à te dire, à travers le parcours que j'ai eu, je fais la distinction entre passion et conviction. Parce que la passion, comme me le dit un de mes amis, euh, ça induit la notion émotionnelle. Et la notion émotionnelle, elle te fait prendre des mauvaises décisions. La conviction, par contre, c'est complètement différent. La conviction, c'est une idée en laquelle tu crois et vraiment, il faut te le démontrer par A plus B que tu as faux. Et ben, moi, je suis convaincu du truc. Et je suis convaincu depuis que mon mentor Aziz Dabi m'a montré une vidéo en 2015, début 2015, et qu'en 10 secondes, au bout de 10 secondes, je lui arrache son téléphone et je lui dis ça, c'est l'avenir. Voilà, j'ai pas de meilleure réponse à t'apporter. C'est très très bien, c'est aussi moi un peu la définition que je me fais. Et en tant que président, bon, tu me diras comment tu veux qu'on t'appelle. C'est quoi un peu du coup ton planning, comment tu t'organises, comment tu gères tout ça? Parce que tu sais, il y a beaucoup de trucs qui sont liés autour des présidents. Toi, c'est quoi un peu ton quotidien? Écoute, je suis donc à la tête de la Confédération européenne de Tech Ball. Je suis à la tête du développement français. Je suis aussi au board de la Fédération internationale. Mais à côté de ça, je suis aussi entrepreneur. Parce que il faut quand même que je nourrisse ma famille. Et c'est le principal. Bien évidemment, j'ai des collaborateurs avec moi. Et heureusement, parce que sinon, tu ne mènes à rien. D'ailleurs, il y a une autre définition, vu que je vois que tu aimes bien ça. Je sais plus qui dit ça. Je le retrouverai peut-être, ça me reviendra. Mais il explique qu'en gros, le succès ne vient jamais d'une seule personne. Il vient seulement des équipes. Ou en tous les cas, du fait de mélanger les personnes-là. D'où la notion de brainstorming et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas parler de succès encore par rapport à l'ambition qu'on a. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on est un groupe de personnes convaincues. On affronte des difficultés qui sont immenses, mais vraiment immenses, mais on lâche pas parce qu'on est convaincu. Et si je veux revenir à ta question, mon quotidien, il est, ouais, on va dire, il est partagé entre le développement de mes activités professionnelles. J'ai une activité avec l'un de mes meilleurs potes, Richard Socry, un ancien pro aussi à Toulouse,
qui, grâce à Dieu, c'est lui qui la gère et donc ça me permet de me focaliser sur d'autres choses. Et j'ai une autre activité, toujours dans le sport, qui, donc avec mes collaborateurs salariés, on essaie de développer au quotidien et ils me donnent du temps. Et vraiment, ils me donnent du temps pour pouvoir aller développer les sujets qui sont liés à la fédération, parce que c'est du bénévolat et qu'il faut trouver ce temps-là. Mais tu parles des personnes, tu vois, qui sont dans ton équipe. Ça, c'est un sujet qui revient souvent, tu vois, parce que moi, je suis convaincu que s'entourer des bonnes personnes, comme tu l'as dit, c'est ce qui fait ta réussite ou aussi peut-être ton échec. Toi, comment tu arrives à t'entourer des bonnes personnes par rapport à un projet prédéfini? C'est quoi un peu tes secrets? Alors, je marque un temps parce que c'est une question très compliquée, C'est compliqué, ouais. mais c'est une question qui est cruciale et primordiale. Toujours avec cette idée d'apporter les belles phrases, on te dit aussi que lorsque tu veux t'épanouir, lorsque tu veux évoluer, le premier nettoyage entre guillemets que tu dois te faire, c'est les gens qui t'entourent. Si tu t'entoures de personnes ambitieuses, pleines d'idées créatives, dans la réussite, tu y arriveras. Ou en tout cas, tu copieras ce modèle-là. Un peu comme l'enfant avec son parent. L'enfant avec son parent, il n'écoute pas ce que dit son parent. Il copie ce que fait son parent. C'est là où d'ailleurs, moi le premier, on est plein dans l'échec là-dessus. Mais pareil, tu as, tu dois, ouais, dans le leadership, tu dois essayer d'insuffler cette exemplarité. C'est extrêmement compliqué et je suis loin d'être exemplaire. Par contre, je pense avoir quelques qualités de leadership et de management pour emmener les gens à un sujet. Mais pour revenir encore une fois à ta question, j'ai pas de secret. Ce que je fais par contre, c'est que j'investis sur moi-même en lisant beaucoup, en m'inspirant des exemples des autres, et j'essaie de l'appliquer. Mais il y a un mais, même si j'aime pas dire mais, je préfère dire et, il y a quand même des freins qui sont liés à tes moyens financiers, à tes moyens humains, les ressources humaines que tu peux avoir qui sont aussi liées au financier, le temps que tu peux y accorder. Et pour ça, je te dirais que quand on démarre une activité comme un développement comme celui qu'on a eu, tu cherches plutôt à avoir des personnes convaincues en te disant que, ben, comme toi, elles vont grandir au fur et à mesure de l'expérience, plutôt que de dire, voilà, écoute, moi, je veux quelqu'un qui a un CV long de 3 pages et qui va m'assurer telle ou telle chose. Donc, la recette, je pense, l'équilibre, il se trouve entre ces deux profils. Ouais, écoute, ça fait carrément sens. Il y a une question que je t'ai pas posée sur le Take Ball. Bon, c'est pas grave, j'ai fait un petit comeback en arrière. Actuellement, c'est quoi les grosses nations dans le Take Ball? C'est le Brésil, truc comme ça, non? Alors, Je me oui, tu as le renseignais. Brésil, Ouais. ouais, tu le Brésil, notamment avec, tu sais, on a sur les derniers championnats du monde en Thaïlande, pardon, on a une vidéo qui a plus d'1,5 milliard de vues. C'est la fameuse vidéo entre la brésilienne et la thaïlandaise, finale de championnat Ouais, du je l'ai monde vu. en simple féminin. Ouais, tout le monde l'a vu. Tu savais le Tout nombre le de monde fois l'a où je vu. l'ai. Mais elle est à plus d'un milliard et demi T'imagines? de vues, donc c'est ce qui en donne aussi tout l'attrait, l'intérêt. Et donc, selon les catégories, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que selon les catégories, tu as des leaderships. Brésil, bien évidemment. Tu as la Roumanie avec Apport, qui est champion incontesté en simple. Tu as la Hongrie en double. En double mixte, ça se joue entre euh, ouais, le Brésil, la Hongrie. La France aussi est très bonne. Je sais que Hugo Rabeux et Amélie Julien ont un potentiel de fou et ils l'ont prouvé parce qu'ils performent bien dans les compétitions. En double, ouais, t'as les Monténégrins aussi, pardon, les Serbes que j'ai oubliés, qui sont 3 ou 4 fois champions du monde. Bref, t'as quelques équipes comme ça, et c'est généralement celles qui ont commencé le plus tôt, avec la Thaïlande, donc Europe, on va dire, puis t'as la Thaïlande et le Brésil pour le Sud-Américain, et il y a les Africains qui vont arriver, parce que maintenant qu'on va lever les problèmes administratifs pour qu'ils participent aux compétitions, moi, j'ai vu l'année dernière, on était aux Jeux africains de plage à Hammamet, donc compétition Je connaissais officielle même pas. encore. Ok. Ouais, compétition officielle. Et donc, tu n'avais que les équipes africaines. J'ai vu un niveau sur sable exceptionnel. Donc, j'ai hâte de les voir arriver, eux, dans les compétitions.
Trop bien. Et du coup, tu as des sportifs dans le monde entier qui commencent à vivre de ce sport. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est dans les nations qu'on a parlé juste avant, je Oui, suppose. exactement, exactement. Et généralement, ils trustent un peu les podiums parce qu'ils trustent les compétitions pour continuer d'en vivre. Mais ouais, oui, tu en as, on a tout de suite ce qui peut être vu avec deux angles complètement opposés. Mais on a tout de suite induit l'idée de prize money pour démontrer que ça pouvait être un sport à part entière pour lesquels les athlètes pouvaient en vivre, avec des prize money allant de 30 jusqu'à 250 000 dollars. Ah, quand même. Ok. Donc, tu vois, ça fait des fonds. Et oui, tu en as qui, allez, les meilleurs gagnaient peut-être entre 40 et 60 000 dollars à l'année en faisant le maximum de compétitions. Mais attention, ils prennent en charge leurs déplacements, enfin bref, comme un peu les tennisman Oui. sur le circuit. Donc, oui, il y en a qui en vivent, il y en a qui font tout pour en vivre, mais c'est encore en phase de développement. Et ici, par exemple, en France, tu as Hugo et Amélie, Hugo Rabeux, Amélie Gillian. On peut parler aussi de Lionel Beyer, qui sont des gens qui compétissent à très haut niveau avec de vrais résultats. Eux, étant donné qu'on a un coût de la vie ici super cher, déplacement, ainsi de suite, euh, ils veulent en vivre, ils font tout pour, mais c'est encore compliqué. Et t'as pas des sponsors qui commencent un peu à s'intéresser quand même aux joueurs Écoute, là-dessus, on n'est pas bon. Ok. Là-dessus, on n'est pas Pourquoi bon. vous êtes pas bon, tu penses que On- c'est lié à quoi? Alors, il y a un facteur interne et il y a un facteur externe. Facteur interne, c'est parce qu'on n'a pas de personnes spécialisées là-dessus, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que tu peux pas t'inventer leveur de fonds comme ça rapidement, enfin, en tout cas du jour au lendemain. Et je pense qu'il nous faut une personne qui aille quotidiennement aller justement communiquer sur le sponsoring. Et ensuite, je te dirais facteur externe parce que tu as tellement de sollicitations. Et tu es dans un contexte économique qui est tellement difficile que aujourd'hui, les gens, même quand ils aident, ils font bien attention à qui ils aident. Donc voilà un peu, voilà ce qui explique la chose. Mais on a quand même deux, trois sponsors, dont un qui est là depuis le début et qui nous aide quand même à nous développer. Trop bien. Et du coup, c'est quoi la suite pour le takeball? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'expansion de ce sport? T'en as parlé un petit peu avec les JO, etc. C'est quoi un peu la suite, que ce soit en France ou à l'étranger? Alors, me souhaiter, pas forcément à moi, mais souhaiter au En projet. général, ouais. Alors, je reviendrai à cette notion de sport et concept. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de faire en sorte que l'État, par exemple, considère cette solution comme pas la solution, mais une des solutions les plus importantes. D'ailleurs, on est apparu dans Carl Olive, qui a eu un rapport commandé par le président, a mis le tech ball coche toutes les cases, comme les futures solutions. Donc ça, c'est ce qui me tiendrait le plus à cœur, qu'ils prennent conscience qu'en fait, quand tu vas avoir des équipements dans tous les espaces publics, dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, l'hôtellerie de plein air, enfin bref, un peu partout, mais que par contre, pas juste parce que tu as, pour pas recommencer les erreurs passées, pas juste parce que tu as positionné des équipements, mais parce que tu nous auras permis, nous, à la fédération, de former des ambassadeurs, des éducateurs sur le terrain, que ça puisse prendre et que on ait allez, une société qui vive mieux ensemble. Ça, côté concept. Après, côté sport, bah, c'est que ça se développe avec les idées un peu révolutionnaires qu'on a, parce on n'en a pas parlé, et je pense pas qu'on ait le temps là, mais on veut être aussi une sorte de fédération pionnière ou test par rapport aux nouvelles solutions. Je parle de blockchain tout de suite parce que je l'ai fait dans mon mémoire. J'ai participé à un master exécutif au CIO cette année. C'était la base de mon mémoire. Et donc, on va apporter ces solutions technologiques. On va les tester en tous les cas. Et puis, si elles fonctionnent, et elles vont fonctionner, elles pourront peut-être servir aux autres. Tu peux en parler un petit peu rapidement. Vas-y. En vrai, c'est intéressant. Ah, je l'ai teasé là. Tu m'as teasé, je veux savoir, mais rapidement, tu vois, en Bah, quelques mots, tu comment sais, tu veux faire? l'idée du concept, je l'ai expliqué comment elle est Ouais. venue. Et c'était surtout à comment on peut se servir du sport pour répondre à des problématiques de société, des problématiques sociales et sociétales. Parce qu'il y a une vraie différence à faire entre les deux. Social, c'est vraiment à court terme et sur l'humain. Et sociétal, c'est beaucoup plus long terme. De la même manière, on s'est positionné en se disant, tiens, comment
dans l'écosystème sportif français, et je dirais même mondial, mais on va revenir plutôt au français, où tu as déjà 1 milliard d'acteurs, comment on peut faire, nous, pour se différencier? Pour se différencier, on est parti regarder quelles étaient les problématiques qui revenaient de manière assez récurrente dans le monde du sport, et on est parti chercher les solutions. Et il y a 4 ans, alors oui, ça fait 3 ans que je me forme, mais il y a 4 ans que je suis tombé là-dessus, je suis tombé sur des articles sur la blockchain. Je me suis passionné là-dessus, et blockchain ne veut pas dire crypto. Crypto n'est qu'un élément de la blockchain, parce que pour la plupart des gens, d'ailleurs, tiens, je vais définir ce qu'est la blockchain de manière très vulgaire, de telle sorte à ce qu'on puisse comprendre. Imagine un livre dans lequel on puisse tous écrire, mais surtout tous voir ce qu'il y a d'écrit dessus, sans jamais pouvoir le changer. C'est ça la blockchain. Ok, c'est très bien expliqué, hein, très clair. Merci. Et pour le coup, quand tu as ce livre à disposition, imagine pour une institution sportive où on pointe des problèmes de gouvernance, de transparence. Imagine dans ce livre où moi je suis sponsor, tiens, on parlait des sponsors. Pardon. Je te donne 1 euro et que tu me vends la capacité de pouvoir suivre cet euro de chaque main, enfin son passage de main en main, ad vita aeternam. Eh ben forcément, ça va te rassurer, toi, sur le fait de dire, ben oui, en fait, je leur donne de l'argent, et c'est pas pour qu'ils aillent au restaurant ou qu'ils se payent des voyages, et ainsi de suite. Ah, c'est vraiment un truc imagé et péjoratif que je viens de citer, mais c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, tu as ces sujets de gouvernance, tu as ces sujets de transparence financière, tu as ces sujets de traçabilité des performances également, et la blockchain vient répondre à tout ça. Donc nous, étant donné qu'on est tout petit encore, que personne nous... allez, je vais revenir comme si j'étais au quartier, personne nous calcule, entre guillemets, eh ben on peut se permettre de positionner ça. Et on va le faire. C'était donc le sujet du mémoire que j'avais là dans ce master exécutif. Et j'ai hâte de le mettre en place parce que je suis persuadé qu'on peut être une sorte de modèle pour des entités beaucoup plus grandes. Magnifique. Mais écoute, je suis content qu'on ait abordé ce sujet parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais pensé. En tout cas, je t'en remercie vraiment d'être venu dans le podcast. Ah, plaisir. J'espère que tu as aimé l'expérience. Oui, bah écoute, tu sais, il faut toujours savoir rester humble dans la vie. Ça, c'est sûr, c'est une des principales valeurs que je promeux. Et il faut toujours savoir apprécier ce qu'on a. Et moi, bon, on est dans le moi-je, mais tu sais, quand tu as été un gamin à qui on a dit à sa mère, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on a fait pleurer ma mère. On lui a dit, votre fils, gardez-le à la maison. Prenez-le, ramenez-le pas à l'école. Il fait que des conneries et surtout, il fera rien de sa vie. Donc, tu sais, quand tu pars de ce truc-là en te disant, en fait, moi, on ne me considérait pas, ou on considérait que je n'allais rien faire de ma vie, et que tu as eu ces différentes évolutions, aujourd'hui, tu apprécies les invitations comme ça. Tu apprécies parce que ça te permet de partager ce que tu as. Je ne dis pas que c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai une idée très claire de la vérité. Pour moi, c'est plus une sorte de miroir brisé et on a chacun un petit morceau. Mais en tous les cas, moi, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir partager et de peut-être pouvoir inspirer des gens également. Trop bien. Mais je te dis, nous, on s'est rencontrés du coup au gala que tu fais tous les ans, c'est ça? Exactement, ouais. Et c'est vrai que du coup, forcément, tu parlais du sport, d'expansion, tout ça. Et moi, vraiment, j'ai été touché par les discours des différentes personnes qu'il y avait. Donc pour moi, c'était une évidence, tu vois. Et justement, il y a Thomas, tout à l'heure on en parlait, Jade aussi, etc., qui nous ont mis en relation. Et franchement, t'as dit oui, donc vraiment, je t'en remercie. C'était trop cool. Ah, c'est moi qui t'en remercie. J'espère vraiment que du coup, les personnes ont pu vraiment découvrir ce que c'est le takeball et comprendre que du coup, tu as le concept et le sport aussi. Ça va vraiment au-delà de ça, tu vois. Donc du coup, je te resserre la main. Je t'en remercie vraiment d'être venu. De toute façon, j'espère qu'on restera en contact avec plaisir. Avec plaisir. Et merci aussi à ceux qui écoutent les podcasts. C'était Jawad et Quentin. Et rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.